Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukela Alidou du SINASEP, également secrétaire général de la CNT, Meikol Zodi et Moudou Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger, vont passer leur 131e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkena, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Éclairer davantage les chefs d'entreprise et les jeunes sur l'importance de la santé et de la sécurité au travail, thème d'une journée d'échange entre les spécialistes de la question et les jeunes, notamment les étudiants. Santé et sécurité au travail, un sujet d'actualité au Niger. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. Comment gérer de façon rationnelle les ressources humaines et amener les jeunes porteurs de projets à approfondir leurs connaissances sur la santé et la sécurité au travail, c'est l'objet de ce cadre d'échange et de partage. Veuillez nous excuser pour cet incident, pour le mauvais son de cet élément. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions de demain. Face à la presse, la police nationale a présenté ce matin un réseau de trafic international de drogue d'une importante quantité dans la ville de Niamey. Plus de détails dans ce reportage signé Asma Seydou et Aboubakar Souley. 245 kg de cannabis, c'est la quantité de drogue saisie par la police après plusieurs jours d'investigation. Une fois de plus, un réseau de trafiquants a été démantelé. Il est composé de 7 personnes, dont 4 de nationalité étrangère et 3 de nationalité nigérienne. Après plusieurs jours de surveillance des activités et du comportement du réseau à caractère transnational, les agents de l'OCRTIS ont pu intercepter et saisir le samedi passé à la zone industrielle de Niamey 245 kg de cannabis à bord d'un camion immatriculé à l'étranger en provenance d'un pays de la sous-région. Comme mode opératoire, la drogue était soigneusement dissimulée sous la semi-remorque à une place spécialement aménagée et confondue à la structure du camion, afin d'échapper à la vigilance des forces de sécurité au cours des contrôles sur le trajet. Ce qui a permis à la drogue de traverser 3 pays avant d'être saisie à Niamey. L'essentiel de la drogue saisie est destiné à alimenter la demande locale à Niamey et dans les autres régions du pays. 2 véhicules, une moto et la somme de 2 254 550 francs ont été saisis également. Cette importante saisie démontre une fois de plus la persistance d'un trafic de drogue structuré ayant des ramifications dans plusieurs pays de la sous-région. Le procureur de la République a tenu à féliciter la police pour ce grand exploit tout en expliquant l'objectif de sa présence. Nous sommes venus témoigner notre satisfaction et notre fierté pour ce service et pour appeler la population à collaborer avec ce service, de reconnaître leur capacité, leur spécificité
et de ne jamais hésiter et de collaborer et de donner toutes les informations et tous les appuis qu'on peut donner à ce service pour que la lutte contre la drogue puisse continuer à aller en avant pour sécuriser notre pays. Parce que tous les pays qui se sont déstabilisés, qui sont déstructurés, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan économique, il y a toujours le trafic de drogue. Nous avons vu tous nos pays voisins qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Ça a commencé par le trafic de drogue. Parce que tous les autres crimes, comme je l'ai dit la dernière fois, tous les autres grands crimes ont toujours un sous-bassement dans le trafic de drogue. Le tourisme est financé en partie par le trafic de drogue. Les autres criminalités sont la drogue. Les crimes ordinaires, même les simples crimes de sang, parfois ont comme base la drogue. Parce que parfois certaines personnes sont droguées, qui peuvent commettre des viols, qui peuvent assassiner, qui peuvent même s'attaquer à leurs propres parents. Nous avons vu des jeunes aujourd'hui qui ont eu à violenter leurs propres parents parce que tout simplement ils avaient pris de la drogue. Donc la lutte contre le trafic de drogue doit être parmi les priorités des services de justice. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de prise, nous venons témoigner notre satisfaction à ces services et nous les féliciter pour qu'ils continuent davantage à travailler dans ce sens. Enfin, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, réitère son appel à la population pour plus de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le trafic de drogue. Dans un rapport publié tout récemment par l'UEMOA dénommé Programme d'harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages dans les États membres de l'UEMOA, le Niger est classé dernier en termes d'indice de pauvreté parmi les pays de l'UEMOA. Qu'est-ce qui explique cela? Réponse avec l'économiste Soli Abdoulaye. Il n'y a pas plusieurs raisons. C'est une question de politique publique dans le pays. Parce que l'enquête utilise deux approches. Il y a une première approche qu'ils appellent l'approche de seuil monétaire international de pauvreté. Donc ce seuil est calé sur un taux qu'on considère que si vous êtes en dessous de ce taux, vous êtes dans un état de pauvreté. Et ce taux, c'est 3,2 $. Si vous ne disposez pas de 3,2 $, donc on considère que vous n'êtes pas en dehors de l'état de la pauvreté. Et quand on applique ce seuil à tous les pays de l'UEMOA, on constate effectivement que le Niger vient en dernière position. Maintenant, il y a la deuxième approche qui est le seuil de pauvreté nationale pour chaque pays. Donc ce seuil ne permet pas une comparaison entre les différents pays, mais permet de comprendre dans le pays le niveau de pauvreté, n'est-ce pas, de la population. Et ce niveau de pauvreté, il est obtenu à travers ce qu'on appelle un coefficient de Gini. Le coefficient de Gini, c'est un coefficient qui est obtenu à travers un certain nombre de variables qui sont donc additionnées, prises en compte, et il varie entre 0 et 1. Il exprime dans un pays l'état d'inégalité de la population. Si il est de 0, ça veut dire que vraiment il y a une parfaite égalité dans le pays. Il y a une redistribution des revenus que l'État fait. S'il est 1, donc ça veut dire qu'il y a une inégalité vraiment atroce, 100%. Une inégalité vraiment qui est criable. Par exemple, dans le rapport, on a constaté que le Niger, en termes de dépenses moyennes par tête d'habitants et par an, n'est-ce pas? Et en termes d'indice, donc le Niger se place avec 259 000 francs CFA par an. Ça veut dire que chaque Nigérien, si on prend le PNB, donc chaque Nigérien dispose de 250 000 francs par an. Pendant que le Sénégalais se retrouve avec 527 000 francs, le Bissau-Guinéen avec 358 000, l'Ivoirien avec 510 000.
Donc selon cette approche, le Niger a un taux de pauvreté de 75,5%. Ça, c'est le plus grand taux. Donc nous sommes les plus pauvres. Nous sommes suivis par la Guinée-Bissau, qui a un taux de pauvreté de 56%. Et le pays le moins pauvre dans l'UEMOA, c'est le Sénégal, qui a un taux de 32%. Et en fin de compte, il faut que nos dirigeants mettent l'accent sur le système éducatif, mettent l'accent sur le système sanitaire. Suivez à présent ce reportage sur la circulation routière, notamment la pratique des feux optiques dans la ville de Niamey. C'est un reportage signé Harriet Salah et Cheb Gisso. Après plusieurs mois de dysfonctionnement, les feux optiques de la capitale ont été réhabilités dans le but de réglementer la circulation afin de réduire les embouteillages. Les usagers de la route se réjouissent de cette réhabilitation. Je pense que vraiment le temps est moyen. Mais sincèrement, le seul et unique problème, c'est pas tout le monde qui maîtrise ces feux tricolores-là. Oui, il y en a plein qui n'arrivent pas à faire la différence entre quand est-ce que je dois passer et quand est-ce que je dois m'arrêter. Et donc ça, c'est nouveau pour la majorité des Nigériens. C'est nouveau pour les Nigériens. Vu la façon dont les gens conduisent, vu notre conscience, vraiment c'est bien. C'est bien, ça va permettre au moins aux gens de bien circuler. Au moins tu es tranquille. Tu sens que tu peux passer à l'aise. Avant, il y a trop des accidents, mais maintenant, vraiment, c'est bien. Les autres pays, même, c'est comme ça, normalement. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui viennent pour s'arrêter, alors qu'ils vont virer. Il y a la flèche qui te montre que tu dois virer. Mais les gens ne comprennent pas, il faut sensibiliser les gens sur ça. Bien que ce feu optique font le bonheur des usagers, le syndicat des auto-écoles, par la voix de son secrétaire général, demande aux autorités de la ville de Niamey de sensibiliser la population sur le fonctionnement de ce feu tricolore et de tenir compte de leurs recommandations pour une circulation fluide dans la capitale. Parmi ce feu, il y a ce qu'on appelle le feu directionnel, feu de signalisation directionnelle, qui indique que malgré la présence du feu rouge, la flèche jaune clignotante ou verte clignotante vous autorise de tourner à droite en cédant le passage aux usagers bénéficiant du feu vert et aux piétons de l'autre côté. Mais nous avons constaté effectivement que les usagers de la route, que ce soit le conducteur et même les gardiens de la station routière, que ce soit la police ou qui sont de la ville, qui sont chargés de réguler la circulation, ne comprennent pas correctement le fonctionnement de ce feu. Et c'est ce qui a amené la ville de Niamey à organiser une séance, il y a juste 2 semaines de cela, une formation des formateurs, d'abord des policiers qui sont chargés de réguler la circulation, pour les expliquer clairement comment ça fonctionne. Et ensuite, après les policiers, on a également formé les conducteurs des taxis et des Fava. C'est une formation des formateurs qui, à leur tour, aussi doivent retourner à la base pour former leurs collègues. À la fin de cette formation, il y a eu des recommandations qui ont été faites. En ce qui concerne d'abord l'élargissement du carrefour. Si on veut placer de feu directionnel, on doit d'abord aménager les carrefours en amont. C'est-à-dire 50 mètres avant l'arrivée du carrefour. Parce que le premier conducteur qui arrive au feu, c'est lui le chef des files. C'est lui le chef des files de tous ceux qui sont derrière lui. Nous avons également fait des recommandations en ce qui concerne les lignes au sol. Il n'y a pas de couloir de présélection. C'est-à-dire celui qui veut tourner à droite n'a pas de couloir pour aller tourner à droite. Et la même chose celui qui va à gauche. De même pour les passages piétons. Nous avons fait des recommandations pour abaisser les bordures, pour faire des passages piétons en moins uniforme. C'est ce qu'on doit faire d'abord avant de placer ce feu. Et nous avons fait également d'autres recommandations par rapport au temps d'attente. Parce que vous avez vu, le plan de circulation date de plusieurs années. C'est le même temps d'attente qu'ils ont mis au niveau de feu. Ça veut dire que nous avons dit que le minutage, on doit faire le réglage en fonction des heures de pointe. C'est-à-dire le matin, midi, soir, nuit. Donc, on ne peut pas mettre un temps minutage standard de 60 secondes ou bien 35 secondes always. Ça ne se fait pas. Nous avons fait des recommandations pour réglementer, pour régler cela.
Les feux tricolores sont de nos jours des outils incontournables sur les carrefours, surtout dans la ville comme Niamey. Place à présent votre rendez-vous hebdomadaire, la chronique judiciaire. Elle porte cette semaine sur le thème troubles et tensions internes, un thème développé par le juriste Alfred Emmanuel du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Très bonne réception et au revoir. Les troubles et tensions internes sont des questions qui sont prévues par le droit international humanitaire, mais nous allons essayer de voir à quoi est-ce que nous renvoie la question des troubles et tensions internes. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les éléments que nous pouvons mettre dans cette composante? Si vous vous rappelez, lors des émissions précédentes, nous avons parlé de la qualification des conflits et nous avons à ce niveau distingué quelles sont les différentes sortes de conflits que nous avons. Nous avons parlé du conflit armé international qui oppose l'armée d'un État à celle de notre État, donc un État A qui fait la guerre à un État B. Et nous avons également parlé du conflit armé non international qui, lui, oppose l'armée d'un État à des groupes armés organisés. Donc, quelle est la différence fondamentale avec les troubles et tensions internes? Quand on prend l'article 1, paragraphe 2 du protocole additionnel numéro 2 aux conventions de Genève du 12 août 1949, cet article cite comme exemple ce que nous mettons dans la catégorie ou bien dans la composante des troubles et tensions internes. Donc là, vous avez les émeutes, vous avez les actes isolés et sporadiques de violence ou tout acte analogue. Ces actes ne sont pas considérés par le droit international humanitaire comme faisant partie des conflits armés. À ce niveau, il va falloir chercher quelle est la règle juridique qui réglemente les troubles et tensions internes, puisque le droit international humanitaire les laisse à l'appréciation d'un autre type de droit. Donc, à ce niveau, c'est plutôt le droit interne de chaque État qui s'applique. Vous avez aujourd'hui le cas des manifestations, vous avez aujourd'hui le cas de certaines situations qui créent un certain trouble dans la société. Là, vous avez également les émeutes. Souvent, peut-être dans le cas de certaines situations, on assiste au déclenchement des émeutes. C'est des situations de trouble dans la société. Maintenant, ces situations-là, ici, sont, si vous voulez, coupées de la branche du droit international humanitaire qui, lui, si vous avez retenu ce que j'avais expliqué tout à l'heure, est sous la coupe du droit ou bien sous la coupe des conventions de Genève et de leur protocole additionnel. Ici, les troubles et tensions internes, à travers ce que nous avons vu, les émeutes, sont soumis au droit interne de chaque État. Et je crois que chaque État, dans le cadre de la police administrative, vous avez dans la police administrative, vous avez le respect de l'ordre public, de la sécurité publique, etc., etc. Dans le cadre de cette police administrative, les autorités sont appelées souvent à édicter des mesures dans le sens de réglementer ou bien dans le sens de créer le calme, la calmie, etc. dans la société. Donc là, ce sont plutôt les textes nationaux qui régissent les troubles, qui régissent les émeutes, etc., etc. Je crois que il y a des situations dans lesquelles on assiste au vandalisme, ou bien on assiste souvent à la destruction de certains biens, des personnes privées, etc., etc. Donc vous voyez, toutes ces choses ici ne sont pas sous la coupe du droit international humanitaire, mais sont laissées plutôt à l'appréciation de l'État, qui lui, dans le cas de ces règles, par exemple au Niger, vous avez le code pénal. Quand on prend le fait aujourd'hui de s'attaquer aux biens des personnes,
Aujourd'hui, c'est communément, juridiquement appelé la dégradation du bien d'autrui. Quand dans le cadre d'une manifestation, ou bien dans le cadre des émeutes, etc., des personnes se sont attaquées à des biens comme ça. Donc ce n'est pas le droit international humanitaire qui s'applique, mais c'est plutôt le code pénal de l'État. Vous voyez. Donc les troubles et les émeutes ici sont régis par le droit interne, notamment à travers le code pénal et d'autres textes que l'État lui-même a pris pour pouvoir réglementer ou bien pour pouvoir asseoir un climat de stabilité, de paix et de quiétude dans cet État. Ouais. Donc là, c'est vraiment une différence fondamentale qu'il faut opérer entre la question des conflits armés et la question des troubles internes. Maintenant, quelque chose peut se passer. Les troubles peuvent évoluer. Aujourd'hui, vous pouvez avoir quelques actes isolés de violence, des jeux de pierre, etc., qui ont entraîné l'intervention de la police, etc., mais qui n'ont pas le caractère d'un conflit armé, parce qu'il n'y a pas un certain niveau, un seuil de violence qui est atteint. Oui. Mais comme je l'ai dit, ces actes peuvent évoluer, parce que du degré du trouble et tension interne, cela peut évoluer pour aller au degré d'un conflit armé. Mais là, comme je l'ai dit, il faut un certain seuil. Il faudrait maintenant, parce que pour la question des conflits armés, il faudrait qu'il y ait, par exemple, l'usage de la force armée. Il faut qu'il y ait un groupe armé organisé sous le commandement d'un chef responsable, etc. Et qui prend, si vous voulez, une portion du territoire. Donc, on est d'accord que dans le cadre des troubles et tensions internes, le degré de violence et le degré d'organisation des acteurs n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc, c'est pourquoi le droit international humanitaire laisse cette question au droit interne de l'État, comme je l'ai dit, à travers le code pénal et tous ces textes-là que l'État en question peut prendre afin de réglementer et asseoir un climat de paix, de stabilité, ou bien réglementer même les manifestations, réglementer l'intervention des individus, le comportement des individus dans la société. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la question des troubles et des tensions internes.